Bonjour, bienvenue dans cette édition du Monde Moderne. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Samuel Doc et Marie-France Castarède qui ont publié aux éditions Plomb Le Nouveau Malaise dans la civilisation. Un livre qui fait référence, bien sûr, au livre de Freud des années 1929, il me semble, qui lui dénonçait ce malaise-là dans la civilisation du XXe siècle. Pourquoi vous avez décidé de faire ce clin d'œil, de revenir sur ce livre, et après on parlera des nouveaux malaises justement. Qu'est-ce qui change dans notre civilisation du XXIe siècle par rapport à celle qu'avait décrit Freud? En fait, l'effet du hasard est assez extraordinaire puisque nous devions parler, après le nouveau choc des générations, nous avions évoqué quelques grandes thématiques, l'image, le temps, la famille, le couple. On voulait poursuivre. Et puis surgissent les événements. Par exemple, la tuerie de Charlie Hebdo, notre immense angoisse de ce qui était advenu. Et on se dit, Samuel et moi, mais ça y est, après novembre 2015, le Bataclan, quelque chose dans notre société est en train de changer profondément. Ce n'était pas seulement deux épouvantables assassinats, c'était quelque chose qui semblait s'étendre par-delà la France. Et on commençait à comprendre qu'il y avait des connexions extrêmement profondes et complexes dans le monde. Alors, notre point de vue a été radicalement transformé sur ce que nous allions écrire. Et bien sûr, le malaise dans la civilisation de Freud, qui avait pressenti l'arrivée du nazisme, nous a semblé être une sorte de thème à reprendre pour notre propre compte 87 ans après. Samuel? Alors à reprendre et à repenser, puisque c'est moi qui ai eu l'idée de prendre comme point de départ le livre de Freud, Malaise dans la civilisation, comme vous l'avez rappelé, publié en 1929, où Freud décrivait ce qui permettait à une société de survivre, de se construire, mais aussi ce qui la menaçait. Et je me suis demandé si aujourd'hui, alors que nous constations, alors qu'il s'agisse des attentats et de tous les phénomènes que nous décrivons dans notre livre, tous ces phénomènes mortifères, s'il s'agissait des mêmes structures, s'il s'agissait des mêmes fragilités sociales, ça me paraissait assez intéressant. De la même manière que pour le nouveau choc des générations, notre premier livre en duo, nous prenions l'ouvrage de Margaret Mead, Le fossé des générations. Alors, Freud avait cette petite particularité d'éclairer les théories de Hobbes, de Rousseau sur le contrat social, en mettant le focus sur l'inconscient, en réfléchissant un petit peu à ce que coûte à un individu d'adhérer au pacte social et de se séparer de sa liberté individuelle pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre en société. Et ça a été le début de notre livre, Le Nouveau Malaise dans la civilisation, cette relecture, cette réinterprétation du travail freudien. Et alors, ça veut dire que dans le travail freudien qui avait été fait en 29, on voit qu'il y a une portée politique de la psychanalyse. Est-ce qu'elle est, à votre avis, trop oubliée dans la façon dont on, aujourd'hui, attaque les problèmes, notamment on parle de déradicalisation. C'est quelque chose qui touche l'individu. Vous ouvrez le livre, justement, sur ces événements de novembre, en disant, est-ce qu'à un moment, la psychanalyse ne devrait pas reprendre davantage le pouvoir, d'une certaine façon, dans la théorie politique? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Freud avait quand même pour la première fois dans ses hypothèses théoriques montré que les pulsions de vie et les pulsions de mort s'affrontaient dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, mais bien sûr à des degrés divers. Et au fond, nous avons vécu, surtout moi en l'occurrence, l'aîné bien sûr de nous deux, nous avons vécu une relative période de paix, de prospérité, où l'on peut dire aujourd'hui, avec le recul du temps, qu'effectivement les pulsions de vie prédominaient sur les pulsions de mort. Et Freud avait bien montré comment nous pouvions tenter chacun pour nous et chacun pour notre société démocratique, faire prévaloir ces fameuses pulsions de vie. Et son grand concept à ce moment-là était la sublimation, c'est-à-dire une manière de trouver justement des issues positives à nos pulsions afin qu'elles ne deviennent pas destructrices. Et l'art, la beauté dont nous parlons longuement, favorise bien sûr l'expression de ces sublimations. Et puis brutalement, à cause d'un contexte mondial qui change, nous nous trouvons face
à ces pulsions mortifères qui deviennent prévalentes, qui inquiètent, qui angoissent. Et nous nous demandons, et c'est le thème du livre, comment nos civilisations aujourd'hui vont pouvoir, ensemble d'ailleurs, parce qu'il faudrait que ce soit, comme on dit, dans une solidarité mondialisée, lutter précisément contre ces pulsions de destruction et retrouver une relative paix. Oui, parce que justement, quand vous parlez, enfin le livre et celui de Freud était sur le malice dans la civilisation européenne. Les tenants des thèses de guerre de civilisation partent d'une manière un peu caricaturale sur certaines civilisations qui seraient amenées par la vie, le progrès, etc. Et puis des civilisations archaïques avec les pulsions de mort, des choses comme ça. Est-ce que c'est un fait qu'il y a plusieurs civilisations? Est-ce que c'est des civilisations qui peuvent être réconciliables? Est-ce que aussi, dans la façon dont on peut appréhender le fait religieux aujourd'hui, on peut amener la religion sur d'autres terrains que l'Apocalypse? Alors nous, et ça va répondre aussi à votre question précédente, nous sommes psy et notre travail, notre objectif, c'est de nous intéresser un petit peu finalement à toutes les dynamiques inconscientes, fantasmatiques qui traversent la société, qui colorent nos productions culturelles, sociales et civilisationnelles. Alors, vous parliez tout à l'heure finalement de la tonalité politique et de la mise un petit peu au banc de certains psychanalystes notamment et de leur absence dans le débat politique. Moi je pense que les psychanalystes, les psychologues, les psychiatres et tous ceux qui s'intéressent au psychisme humain ont leur mot à dire sur les constructions de l'être humain. Dans l'ouvrage par exemple on parle de la religion, vous le pointez à juste titre. Eh bien moi je pense que on entend beaucoup les sociologues, on entend beaucoup les politiques s'exprimer sur l'islam, etc., mais très peu les psys, alors que ça questionne quelque chose, ça dit quelque chose de l'être humain, ces questions que ça soulève. Pour répondre ensuite à votre nouvelle question sur ce rapport aux civilisations, il est vrai, vous avez raison de le soulever, que nous nous sommes concentrés sur la civilisation occidentale. Ce que nous disons, ce que nous réfléchissons, s'appliquerait beaucoup moins par exemple aux Japonais ou aux Chinois qui sont dans d'autres constructions familiales, culturelles. Oui, maintenant on voit bien aujourd'hui avec la mondialisation que ces civilisations sont en dialogue et doivent pouvoir communiquer. Et quelque part, à travers notre dialogue entre Marie-France Castarède et moi, c'est aussi deux civilisations, deux modèles de civilisation qui s'affrontent, qui se réconcilient, qui se mettent en lumière l'une l'autre, celle de la modernité à laquelle a appartenu Marie-France et celle de l'hypermodernité avec cette accélération à laquelle on assiste tous aujourd'hui et que finalement j'essaye à mon tour de représenter. Il est possible de faire communiquer ces civilisations à condition de réfléchir, à condition d'être dans ce registre du langage, dans une construction symbolique et dans un respect de l'altérité, de ses différences, de sa singularité. Maintenant, sur cette ambition également politique, sur ce dialogue, si on parle par exemple de l'islamisation, on voit bien que l'exclusion de cette éthique psychanalytique que j'évoquais tout à l'heure est un problème et ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a ouvert il y a quelques mois les premiers centres de déradicalisation. C'est un échec, les rapports le montrent. Pourquoi ? Parce qu'on prétend répondre au passage à l'acte djihadiste, au passage à l'acte terroriste, par un passage à l'acte institutionnel ou politique, où on va vite proposer des espèces de solutions concrètes, des mesures objectives, alors qu'on n'a pas encore pris assez la mesure de cette fracture civilisationnelle à laquelle nous sommes confrontés, à la gravité de la béance de la pensée, du langage. Et plutôt que d'être dans cette course à la solution concrète, à la résolution immédiate de certains problèmes, nous devrions retrouver un dialogue, une pensée, un langage et une éthique également, qui nous permettrait de mettre en lumière les constructions psychiques derrière les phénomènes mortifères, pour pouvoir après proposer des solutions mais qui soient adaptées à celles-ci. C'est ce que vous dites dans le livre tous les deux, enfin, c'est la perte du sens qui n'est pas résolue par des solutions politiques ou économiques, c'est pas un emploi qui fait qu'on va retrouver du sens à sa vie, et c'est aussi la fin d'un modèle aussi peut-être de l'ego absolu, de la jouissance immédiate, où finalement il y a une phrase où vous dites on va plus avoir affaire qu'à une civilisation soit de pervers, soit de dépressif. Parce que soit on peut assouvir sa pulsion, soit finalement on n'y arrivera pas et on va tomber dans un autre côté obscur. Mais dans les deux cas, on est face à une pulsion qui est plus du côté de la mort que du côté de la vie. Comment on peut réduire la fracture et faire en sorte qu'on retrouve du sens dans ces modèles qu'on propose, et ça fait actualité par rapport à la campagne politique où on entend un seul mot dans la bouche des candidats qui est l'emploi, qui est la croissance et qui est le progrès.
Et ça, c'est une question que je vais vous poser aussi sur le programme. On y viendra après. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est ce mot « sens ». Il signifie quoi ? Le sens, est-ce que c'est une orientation ? Est-ce que c'est une direction ? Eh bien, nous pensons que c'est une narration, c'est une histoire qui se raconte, qui va s'interpréter en permanence. Et le sens, finalement, c'est l'histoire qu'on se raconte de notre vie, des événements qui nous entourent. Et pour ça, il faut pouvoir penser ces événements et se les raconter. Et c'est pour ça, je pense que je laisserai répondre Marie-France Castarède sur ce point, mais c'est pour ça que la psychanalyse est une des voies royales pour retrouver le sens. Voilà. Oui, alors je suis d'accord avec Samuel. Et par exemple, quelque chose qui nous stupéfie aujourd'hui et qui est assez dramatique, c'est justement ces fondamentalismes. Or, nous avons, me semble-t-il, dans la civilisation européenne, pu nous extraire progressivement de ces fondamentalismes pour arriver à une société dite laïque à laquelle nous tenons tous aujourd'hui. Il me semble que c'est quand même l'agrément que nous pouvons trouver en commun sur ces questions. Alors, par rapport au reste du monde, et c'est là où les problèmes, vous avez raison, économiques entrent en ligne, c'est un problème beaucoup plus vaste, comme son nom l'indique, mais il me semble, je pêche peut-être par idéalisme, mais je préfère pêcher par idéalisme que par trop de pessimisme, que chaque civilisation pourrait retrouver pour elle-même les fondamentaux et éloigner le radicalisme. Et il me semble justement qu'on lit ça tous les jours, et je suis d'accord qu'on ne peut pas parler d'islamisme à propos de tous les musulmans. Il faut bien sûr que certains d'entre eux, qui en prennent d'ailleurs l'initiative, nous montrent à quel point ils sont prêts, eux aussi, à retrouver une juste mesure dans leurs idéaux. Alors, je voulais juste, si c'est possible, compléter ma réponse précédente et compléter aussi la réponse à votre question qui est très importante sur cette guerre éternelle entre Eros et Thanatos. Pourquoi le constat aujourd'hui est peut-être plus pessimiste qu'à l'époque de Freud ? C'est que certes, il y a toujours eu cette bataille entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, et on observe l'histoire des sociétés, on le voit, on le réalise assez vite. Le problème, c'est que nous n'avons qu'une seule planète et que ces ressources ne sont pas illimitées. Donc pendant que nous nous affrontons, pendant que cette guerre interne ressurgit dans notre environnement extérieur, nos milieux naturels s'épuisent, les guerres font rage, et au bout du compte, l'addition commence un petit peu à devenir longue. Et ce que nous craignons finalement, de la même façon que Freud craignait l'arrivée du nazisme sans le verbaliser directement, c'est que nous arrivions au bout de cette possibilité de ce terrain que nous offrons à Eros et Thanatos. Est-ce que Thanatos n'est pas en train de l'emporter parce que nous n'avons plus les ressources pour y faire face ? Et sur les fondamentaux, quels sont-ils en fait ? Quand vous dites sur un retour au sens, il faut retrouver les fondamentaux, qu'est-ce que ce serait pour une basse scène de vivre ensemble ? Les fondamentaux, c'est la tolérance, c'est que chacun puisse accepter ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire que chacun d'entre nous dans sa vie personnelle peut recourir à ses croyances et sa spiritualité propre. Mais vous voyez qu'il y a un monde entre ce destin personnel de chacun et puis le fondamentalisme qui tend à en faire une espèce de guerre ouverte envers celui qui n'est pas pareil que lui. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, ça alors moi, c'est vrai qu'on a la grosse particularité de ce nouveau malaise dans la civilisation, de cet ouvrage qu'on publie, et je remercie notre éditeur de nous avoir permis de le faire, c'est que nous ne sommes pas d'accord à de très nombreuses reprises dans l'ouvrage, et là nous touchons un point où justement nous ne sommes pas d'accord. Pour moi, finalement, cette espèce de panoplie spirituelle dont parle Marie-France, recourir aux croyances, etc., c'est aussi ce qui nourrit la crise du sens aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive plus à trouver de référents stables, et on cherche tous à se composer une espèce d'identité spirituelle qui nous sécurise. Le seul problème, c'est que les fondamentalistes sont dans la même démarche, c'est-à-dire qu'ils cherchent le sens au mauvais endroit. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un rapport à l'économie qui est très fort dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous vivons dans un système où nous pensons qu'il est possible d'être complet, qu'il est possible d'être achevé, de contrer nos angoisses en consommant, en achetant des choses, en nous nourrissant d'objets. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive à trouver un objet et que ça ne suffit plus et qu'il faut le casser, on devient pervers. Lorsque cet objet, on s'en épuise de le rechercher, on devient dépressif. Moi, je pense qu'il faut retrouver ce rapport au langage et apprendre à se concilier ce manque, apprendre
apprendre à interpréter, à penser les événements, à s'appuyer sur la langue en réalité, sur une culture, plutôt que sur une consommation effrénée qui au final ressuscite Thanatos. Et la question que j'avais aussi, c'était sur le progrès, en fait, ce qu'on met derrière ce terme. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un progrès empirique d'objets, de croissance, derrière ce mot, les progressistes qu'on entend dans la campagne, c'est pas forcément du progrès. Enfin, on est quelque chose dans une continuité de mouvement vers l'abîme, mais en quoi c'est un progrès? Alors tous les politiques, j'ai l'impression, les personnes dans cette pièce ont sans doute plus d'expérience que moi, ont parlé de cette projection vers l'avenir, vers le futur, vers le progrès, mais d'abord, on en parle dans le chapitre sur la puissance technologique. Est-ce que tout progrès est toujours une évolution? Je n'en suis plus très certain aujourd'hui. Et surtout, encore une fois, il faut se demander, plutôt que d'être dans un comment le faire, qui est immanent et en permanence actif dans nos pensées, il faudrait peut-être se demander aussi pourquoi le faire. Quels sont les fantasmes, par exemple, je ne sais pas, dans cette espèce d'omniprésence des smartphones, je prends un exemple comme ça au hasard, pourquoi on est dans cette dépendance technologique, pourquoi on veut absolument améliorer les choses en permanence, qu'est-ce que ça dit de nous et de notre dynamique interne? Ce qui moi m'alerte dans cette présidentielle, puisque vous nous amenez sur le sujet pour la deuxième fois, c'est surtout le vide du discours, le vide de projet, malgré tout, le vide d'ambition de nos politiques et l'influence des médias. On a beaucoup parlé des costumes de Fillon, des notes de frais de sa femme, des choses comme ça. On a beaucoup parlé de Macron qui s'est trompé en disant que la Guyane était une île, mais où sont les échanges sur les programmes, où sont les débats d'idées, où sont les visions, où sont les ambitions? Le terme politique signifie gouverner la cité ou qui concerne le citoyen. C'est globalement les deux grandes définitions de ce terme. En quoi est-ce que ce verbiage auquel nous sommes confrontés concerne le citoyen et quelles sont ces visions pour gouverner la cité, pour diriger? Moi, je trouve qu'il y a un espèce d'effondrement terrible des discours politiques, alors qui caractérise très bien l'hypermodernité, avec ce désinvestissement du religieux, du politique et de l'individu qui finalement va s'investir lui-même, devenir narcissique. Eh bien, les politiques y sont confrontés. Et j'ajouterais que pour une fois, je suis d'accord avec Marie-France, qui va sûrement compléter ma réponse, mais finalement, le manque d'exemplarité de nos politiques est aujourd'hui coupable et déstabilise beaucoup et les nouvelles générations, mais tous les citoyens de leur ensemble. Alors je suis d'accord avec Samuel, vous avez abordé le problème des élections présidentielles, donc force est de vous répondre, mais elles sont navrantes de ce point de vue-là, parce que je veux dire, nous avons, comme vient de le rappeler Samuel, nous sommes constamment confrontés à une espèce de verbiage qui touche l'ensemble des candidats, certains en particulier, et on se demande, alors que les échéances s'approchent et que le destin d'un pays est en jeu, comment on ne peut pas arriver davantage à élever le débat? Parce que c'est bien ça que devrait faire chacun des hommes politiques, à quelque place qu'ils soient, élever le débat, essayer de trouver du sens à leur action, certes, qui peut être différente, mais... Alors, ils parlent tous de l'amour de la patrie, je veux bien, mais c'est une patrie qui, en ce moment, s'effrite à cause d'eux. Parce que les enjeux qu'on nous propose ne sont pas suffisamment sérieux, ne sont pas suffisamment élevés pour parler des grands problèmes que vous souhaiteriez que nous abordions. Je ne sais pas, mais il y a eu un exemple juste avant les élections en France. C'est quand même une des plus grandes démocraties du monde qui a élu à sa tête Donald Trump, un narcissique avéré. Enfin, il a une pathologie, vous en parlerez après en tant que psychologue. Est-ce que lui, pour avoir gagné, il a réussi à donner du sens à sa campagne? On était dans une campagne où on parlait de post-vérité, de vérité alternative, enfin, où on a inventé davantage de mensonges. Et en faisant passer ça pour, finalement, c'est plus rassurant de ne pas regarder, de continuer dans le mensonge. Il va encore signer des décrets anti-écologiques. Comment, et là c'est là où Thanatos gagne encore, comment les psychologues, comment vous jugez la victoire de Trump aux États-Unis? Non, bien sûr, elle est extrêmement inquiétante, et quand on veut porter des diagnostics, je ne veux pas me livrer à ce petit jeu, un peu pervers lui aussi, mais enfin, je veux dire, la manière dont on pourrait stigmatiser sur le plan de la pathologie la personnalité de Trump et sa victoire dans la plus grande puissance mondiale, c'est effarant, hein, le mot n'est pas trop fort. Donc, de quoi ceci est-il le signe? Le signe, effectivement, d'une sorte de béance actuellement du sens. C'est-à-dire que le plus grand pays du monde n'a pas réussi à trouver pour le représenter un homme ou une femme capable
enfin, je veux dire, de montrer des valeurs qui soient valables d'abord pour l'ensemble de ses compatriotes et surtout qui élèvent, encore une fois, le débat au lieu de le réduire à des mensonges. Et puis, cette manière dont Donald Trump a eu de... Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parler des autres, hein, je veux dire, de cette manière de vouloir ériger des murs, c'est tout un symbole, hein, le mur, parce qu'il concerne la pensée, le mur. C'est une pensée qui n'est pas justement capable de s'élever, de donner du sens à l'ensemble des actions que l'on propose, de construire le monde, puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un État, mais de regarder un peu l'ensemble de la planète. Incapacité totale. C'est très alarmant et c'est très inquiétant. Oui, je m'inscris dans cette analyse que je compléterai en disant que justement l'altérité ne va pas très bien aujourd'hui. On l'avait vu aussi avec le Brexit. Là, on a élu quand même, enfin les Américains ont élu, mais je suis assez inquiet aussi pour la personne qu'éliront les Français bientôt. On a élu une personne qui effectivement veut dresser des murs, qui effectivement nous enseigne que l'ennemi c'est l'étranger, c'est la figure de l'autre. On apprend à appréhender l'étrangeté et la différence en affrontant notre propre étrangeté, en affrontant notre propre différence. Or, lui propose un système de jouissance, de plaisir. Alors, il fait des petites imitations. Il a très bien compris, je pense, qu'on était dans l'entertainment absolu. Mais il y a aussi une part de destruction, une part d'autodestruction. Pascal Bruckner a écrit un livre où il parlait de fanatisme de l'apocalypse. Moi, je parle de fantasme de l'apocalypse. Et Michael Moore a développé un petit peu cette idée dans certaines tribunes. Il explique que finalement, les choses vont mal en voyant tout en l'air. Certaines personnes ont voté pour Donald Trump, même si encore une fois Hillary Clinton avait plus de voix, etc. En votant pour Trump, en se disant eh bien c'est mal parti, les ressources vont mal, éclatons-nous en attendant de succomber. Et n'oublions pas non plus, on a parlé de Thanatos, on a parlé de pulsion de mort. La pulsion de mort, ce n'est pas que le désir de mourir pour Freud ou pour les autres psychanalystes, c'est le retour à l'inorganique, c'est la régression. Et cet aspect régressif, on le sent particulièrement bien chez Trump qui se comporte franchement comme un enfant. Revenir aux lois d'avant, c'est-à-dire supplanter et détruire les lois autour de l'écologie, voilà, il a essayé d'enlever le Obamacare. On régresse. Voilà, régressons avec Trump, détruisons-nous avec Trump. Voilà, il y a ce double mouvement de négation de l'autre et de régression. Ce mouvement-là, il n'est pas que dans la politique, il est aussi dans la science d'une certaine façon, où on a toute une partie de la Silicon Valley qui fait la guerre à la mort. Qui ne veut pas mourir et qui veut faire en sorte de dire voilà, la mort est une maladie comme les autres, on va la guérir et on va trouver un moyen, soit technologique, de mapper le cerveau dans des machines, ou bien de prolonger la vie biologique jusqu'à l'infini. Est-ce que ça, c'est pas encore plus terrifiant que l'élection d'un Donald Trump, de vouloir faire la guerre à la mort? Alors effectivement, oui, c'est un sujet qu'on traite en profondeur dans notre livre en abordant le post-humain. On se rend compte que c'est un concept qu'il est très difficile de séparer des angoisses de mort et pour le coup vraiment de la peur de mourir, de l'angoisse de finitude qui était si chère à Kierkegaard et d'autres philosophes et qui est un thème qui traverse l'humanité depuis des millénaires. Il y a ce double rapport, je pense, entre une crainte de mourir, voilà, qu'on essaie de pallier avec des gadgets, avec des fétiches, avec différents objets, et une carence narcissique, une difficulté à affronter cette perte que l'on voit comme un handicap, que l'on voit comme quelque chose qui un jour sera peut-être surmontable, qui fait aussi écho à une certaine difficulté à se séparer de la mère. Alors ça peut surprendre en disant ça, mais l'objet d'amour primaire, ce qui nous leste narcissiquement pour affronter par la suite les différents deuils de l'existence, c'est la mère. Et pour moi, il se situe quelque chose autour de cette question-là. Même si je pense que pour la génération de Marie-France Castarède, le rapport à la mort n'était pas le même. Et il y a eu une accélération de cette angoisse, une accélération de ces questions de façon assez récente. Oui, alors j'aime bien ce que dit Samuel sur ce rapport à la mère, car de ce point de vue-là, ma génération a été, je pense, davantage liée à la figure paternelle, c'est-à-dire à la figure d'autorité, la figure du surmoi, et finalement il y avait quelques avantages à cette prépondérance parce que la loi empêchait quand même beaucoup de dérives, la mort faisait partie du destin humain, il fallait trouver, c'est là où la religion pouvait jouer un rôle, une manière de la sublimer en pensant que nous étions pour un voyage qui allait se terminer peut-être dans un au-delà, qui était différent d'ailleurs pour chacun,
mais au moins la finitude était acceptée, la loi paternelle était là pour nous mettre sous l'emprise d'une forme d'autorité, et la vie du coup prenait presque un sens avec cette finitude, hein. Montaigne disait « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Je trouve que cette phrase pourrait être encore tout à fait interprétée dans notre monde moderne de cette très belle manière. Voilà, donc là j'ai une différence dans mon éducation, dans la formation que j'ai reçue, dans le monde dans lequel j'ai vécu, et bien sûr la technologie que par certains côtés va nous apporter évidemment des éléments positifs, dans la mesure où elle parle du post-humain et de vouloir reculer indéfiniment les frontières de la finitude, est très perturbante pour l'ensemble de l'humanité. Alors oui, et puis je donnais l'exemple du rapport à la mer qu'a repris Marie-France. Prenons l'exemple du smartphone. On a vraiment l'impression que c'est devenu une espèce d'objet transitionnel, de doudou pour adulte qu'on ne quitte jamais, de la même manière que l'enfant utilise un doudou pour se séparer de la mer. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir de ce côté-là ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette façon de faire société avec la technologie une difficulté de rejoindre des communautés? C'est-à-dire qu'on a des communautés variables, l'individu est roi, on se construit en picorant à droite à gauche et en se créant une structure, parce qu'il n'y a plus de figure d'autorité, ça c'est et on l'entend dans le discours politique justement, on surfe là-dessus en disant il faut l'autorité qui vienne de haut, mais au final, qu'est-ce qui fait la différence entre 30 ans, 40 ans, et qu'est-ce qui fera la différence encore dans 40 ans? Est-ce qu'à l'ère de l'individu, on peut encore construire des sociétés, voire des civilisations? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine du passé? Alors, c'est une excellente question, et ça soulève un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu des outils de communication aussi développés. On est en lien avec d'autres en permanence, avec nos téléphones qui sont connectés à Facebook, à Twitter, à Instagram et j'en passe. Et pourtant, eh bien, on désapprend l'autre, on ne le voit plus, cet autre, on le rencontre très peu. Moi, je le réalise en échangeant avec mes patients et les personnes qui m'entourent. On perd de vue l'autre. Alors effectivement, vous avez raison de le dire, ça alimente une certaine crise du lien, cet aspect technologique, même si je compléterai ça par une citation de Jacques Ellul qui disait que finalement le gros problème c'est aussi le sacré qu'on transfère à la technique et pas la technique elle-même. C'est-à-dire que ces objets ils pourraient finalement nous servir à être vraiment en lien avec l'autre, à retrouver un lien authentique, mais on les utilise de telle manière qu'on fragilise un petit peu notre rapport à l'autre. Alors c'est là où on va probablement me traiter d'idéaliste. Moi j'ai l'espoir que ces nouvelles technologies puissent apporter des choses positives, mais qu'on puisse, par-delà elles, garder justement un autre lien avec l'autre, rétablir le temps, rétablir avec l'autre, l'intimité avec l'autre. Tout ce qui faisait, je dois dire, la vie intérieure. C'est un terme un peu galvaudé, mais nous avons chacun une vie intérieure, une âme. François Tcheng le rappelait dans un très beau livre. Eh bien, il faut la retrouver, cette vie intérieure, cette âme, cette pensée, ce lien avec l'autre qui permet de construire avec lui une intimité qui ne passe pas par cette espèce d'instantanéité des nouvelles techniques. Alors, les nouvelles techniques, elles peuvent servir à beaucoup de choses, mais elles doivent être contrebalancées par ce qui faisait la force, il me semble, des civilisations précédentes, c'est-à-dire le temps, la pensée. Je pense à Blaise Pascal. Je veux dire, il y a eu quand même d'immenses penseurs qui restent modernes aujourd'hui et auxquels nous aimons nous rattacher. C'est vers eux aussi qu'il faut maintenant retrouver une forme d'équilibre. C'est pas difficile à l'heure d'Oculus, de la réalité virtuelle, où finalement aller chercher son âme quand on va avoir un écran au plus près de la lentille. Comment on va faire quand l'humain, et on est déjà un peu dans ce cas-là, vous avez, j'imagine, croisé des patients qui ont été addicts au jeu, qui vont devenir
addicts à la réalité virtuelle, qui vont oublier même cette réalité-là matérielle. Comment on peut remettre l'âme au sein de personnes qui sont complètement désincarnées finalement? Alors moi je suis psychologue hospitalier et spécialisé dans le traitement des adolescents, donc c'est quelque chose que je remarque beaucoup et je vais même le dire de plus en plus. Cette accélération c'est une réalité. Et alors pour vous répondre, je dirais qu'il y a une espèce d'équation dans le psychisme qui fait que lorsqu'on malmène un petit peu trop son univers intérieur, lorsqu'on oublie les autres, voilà, les symptômes psychiques survivent et nous rappellent à nous. Lacan disait que le symptôme c'est de la jouissance, de la souffrance et de la vérité de soi-même. C'est-à-dire que c'est cette jeunesse que vous décrivez mais qui ne concerne même plus que la jeunesse qui passe son temps sur les écrans, sur les jeux vidéo et finalement a oublié complètement et son être intérieur et les autres, finit par développer certaines angoisses. Alors dans ces cas-là, il y a deux cas de figure, c'est soit chercher d'autres objets pour pallier à ces angoisses, à ces vécus d'effondrement, dépressifs ou autres, et être dans une quête finalement addictive et sans fin, qui au bout d'un moment conduit à orienter chez le psychologue parce qu'on s'épuise réellement, ou bien dès le début, à peut-être consulter, à aller voir quelqu'un chez qui on suspend ce temps, on oublie les objets, on oublie les prothèses narcissiques, les fétiches, la consommation de loisirs, de sexe, de jeux, d'images, de tout ce que vous voulez, et on se retrouve, voilà, on fait le chemin vers soi, on pense, on retrouve le langage. Quelque part, j'ai le sentiment que ces objets nous sollicitent quand même beaucoup et beaucoup trop par rapport aux limites psychiques, par rapport aux besoins de l'être humain. Oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai été récemment dans un colloque qui s'intitulait La psychanalyse et le numérique. Et j'ai beaucoup apprécié, et c'était fait avec beaucoup de brio et d'humour, un orateur qui a dit, écoutez, votre métier de psychanalyste, c'est évident, il ne sera jamais supprimé. Vous avez de très beaux jours devant vous, car rien ne vaut la parole, le dialogue, l'expression de la vie intérieure à quelqu'un qui vous écoute pour de vrai, pas en appuyant et en faisant un tweet immédiat sur ce que vous venez de lui raconter, mais en prenant le temps de vous écouter, de remonter avec vous le passé, ce qu'il vous est advenu dans vos relations profondes. Bon, bien sûr, avec les personnes qui vous ont fait naître, élevé, enfin bon, toutes ces banalités que nous connaissons, mais qui, dans ce contexte, doivent prendre plus de profondeur et d'épaisseur. Donc j'étais ravie d'écouter cette manière de dire que la parole vivante, l'écoute de l'autre dans une relation profonde, eh bien, nous en aurons besoin à l'ère du numérique et peut-être de plus en plus. Alors, le seul problème, c'est que pour ça, il faut aussi qu'il y ait une pensée politique qui favorise l'accès aux soins psychiques. On a bien vu que très peu de candidats ont parlé de ça, de la réforme nécessaire du soin, de la psychiatrie, de la psychologie. Moi, à titre personnel, il faut je ne sais pas combien de mois avant d'avoir un rendez-vous pour que je puisse prendre en charge une personne. Il y a un vrai problème de ce côté-là, c'est-à-dire que oui, il y a de la demande, oui, il y a des gens en souffrance qui ont besoin d'aide, mais il n'y a pas d'institution financée qui permet justement d'accueillir ces détresses. Donc oui, il y aura toujours de la parole, mais finalement la psychanalyse a quelque chose d'un peu menaçant pour cette société néolibérale capitaliste, parce que nous, on est là, on accueille des gens, on ne leur demande pas de produire quelque chose, d'être rentable, productif ou autre, on leur demande simplement d'être eux-mêmes. Et je crois que dans une société du simulacre comme la nôtre, finalement on devient un petit peu des résistants. Ouais, dérangeant, mais alors il y a aussi une question qui se pose sur l'évolution de ces sociétés. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui va devenir extrêmement complexe. La machine va évoluer. À votre avis, avec des parents comme nous, les humains, est-ce que la machine va avoir des angoisses? Est-ce qu'elle aura besoin de divans? C'est très difficile pour moi, puisque je suis votre ancienne, là, enfin, du point de vue de l'âge, de prévoir tout cela, mais moi, je pense que voilà, il ne faut pas se voir dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans la perte de conscience de l'humain. Et il me semble que tous les grands neurologistes, tous les grands psychanalystes, je pense à ce livre que j'ai particulièrement apprécié, qui parlait de toutes les futures découvertes de notre monde, eh bien, on a fait appel, ce qui était écrit par Roger-Paul Droit et Monique Atlan, on a fait appel à deux psychanalystes, André Green, que j'ai très bien connu, et Julia Kristeva, que Samuel et moi connaissons aussi, pour leur dire alors, finalement, êtes-vous inquiets de tout ce qui nous arrive? Mais il faut oublier toutes ces révolutions technologiques pour repenser la conscience humaine, avec bien sûr
les pensées inconscientes et tout ce que Freud a découvert. Mais retrouvons, gardons, et c'est primordial de ne pas imaginer l'homme cybernétique, mais au contraire l'homme qui gardera, comme on l'a dit tout à l'heure, sa vie psychique, sa vie intérieure, et qui pourra, par la parole, amener tout cela à l'autre, soit dans ses relations personnelles, soit en cas de grandes difficultés psychiques, à un thérapeute qui met ça au premier plan, qui met la parole au premier plan. Et est-ce qu'on n'est pas tellement obsédé, concentré sur ces intelligences artificielles parce qu'on n'arrive plus à être intelligent nous-mêmes? Moi, voilà la question que je me pose, c'est que signifient toutes ces créations, encore une fois, synthétiques, d'une néo-humanité qui n'en serait pas vraiment une, qui serait une simulation ou un simulacre? Voilà, qu'est-ce que ça dit de nous? Maintenant, est-ce que ces robots, est-ce que les cyborgs et autres créations digitales auront besoin d'un psy? Ça, l'avenir nous le dira, mais je suis assez... Je suis sceptique. Je rappellerai juste que même l'inconscient, même le moi, le ça et tout l'appareillage psychanalytique sont des représentations virtuelles. On se modélise l'esprit humain dans notre esprit de façon artificielle. Il n'y a pas vraiment un inconscient, une entité séparée. C'est juste des métaphores pour penser le psychisme humain. Alors, voilà. Sur pour conclure, les points d'optimisme en fait qui sortent de ce livre dans le nouveau malaise dans la civilisation, quelles sont les pistes de sortie par le haut, de penser les plaies aujourd'hui de notre civilisation? Alors même si j'ai été assez critique dans notre premier livre, en échangeant avec Marie-France Castaret, je me rends compte que j'appartiens quand même à une génération un peu en colère, qui a aussi envie de résister. On le voit quand même avec la nouvelle présidentielle où il y a une espèce de brassage comme ça, où on a expurgé les vieilles figures politiques. Il y a une envie de renouveau. Voilà, même si je sais qu'on accuse aussi beaucoup la jeunesse ces derniers temps de s'orienter vers les extrêmes. Voilà, moi je crois quand même à cette jeunesse. Je crois aux ados que je reçois en thérapie. Je crois en leur force vive. Voilà, pour moi l'espoir c'est ça, c'est ce sang neuf et cette pensée neuve. Oui, j'irais aussi dans le sens de Samuel, parce que là où Freud a été génial, c'est d'exprimer effectivement cette guerre inlassable entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Mais il faut être du côté des pulsions de vie, et c'est vrai, je crois que Samuel a raison, il faut aller du côté de cette jeunesse qui pourra changer et trouver d'autres... solution à la vie d'aujourd'hui qui soit plus profonde et qui aille dans le sens de la créativité personnelle et intime de chacun, et qui laissera derrière les abus et les dérives de la technologie d'aujourd'hui. Donc soyons confiants sur la possibilité de trouver le positif de demain. Merci. Enfin, il y a une dernière question que je pose à chaque invité. Vous savez que l'émission s'appelle Le Monde Moderne. Alors, c'est quoi pour vous le monde moderne ? Alors c'est une question extrêmement difficile, même si on vient d'y consacrer un livre de 400 pages, mais y répondre comme ça, c'est quoi ? Je dirais des paradoxes dont il est très aisé de payer le prix. Sans en dire plus. J'invite les lecteurs à lire notre livre pour en savoir un petit peu plus sur cette idée. J'ajouterai quand même l'hédonisme de survie parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est l'ère de l'hyperconsommation qui finit par nous consumer. Oui, je veux bien adopter le même adjectif de dire que le monde aujourd'hui est paradoxal et qu'il va falloir sortir par le haut de ce paradoxe, retrouver... je tiens à ce mot, la vie intérieure, le dialogue et l'espoir que l'humanité ne se détruise pas elle-même et qu'elle trouve quelque avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. Eh bien, merci beaucoup Marie-France Castaret, Samuel Doc, de nous avoir reçus pour ce livre, Le Nouveau Malaise dans la Civilisation. Alors c'est un livre avec beaucoup de pages, dans un monde d'images. Ça fait du bien aussi de lire des mots aussi intelligents. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.